pipeline en mer Caspienne. En janvier 2020, la presse annonce que les tribunaux français, britanniques et américains ont validé les accords pensés en début de semaine par Airbus et le parquet national financier PNF français, le Serious Fraud Office, SFO, britannique et le Department of Justice DOJ américain, en vertu desquels le groupe européen s'engage à payer des amendes d'un montant total à 3,6 milliards d'euros, 2,08 milliards en France dans le cadre d'une convention judiciaire d'intérêt public, CJIP, 984 millions au Royaume-Uni et 526 millions aux États-Unis. Le PNF, le SFO et le DOJ enquêtaient conjointement depuis 2016 sur les irrégularités portant notamment sur les agents commerciaux intervenant dans les contrats de vente d'avions. Au total, ces irrégularités concernent des contrats conclus en Chine, dans les Émirats arabes unis, en Corée du Sud, au Japon, en Arabie saoudite, à Taïwan, au Koweït, en Turquie, en Russie, au Mexique, au Brésil, au Vietnam, en Inde, en Colombie et au Népal. Éric Rousseau, procureur, a fait état des pratiques massives de corruption au sein de la société et expliqué ces faits ont été constitués par le versement de millions d'euros de commissions ou d'avantages en nature occulte. La plus grosse affaire de corruption que l'Europe ait connue, elle a abouti à la plus grosse pénalité transactionnelle jamais infligée par la justice française. L'amende va rapporter à elle seule 2 fois plus que les 5 précédentes conventions judiciaires d'intérêt public CJIP, conclues depuis leur introduction en droit français par la loi Sapin II il y a 3 ans, écrit Mediapart. Les faits et pratiques de corruption dans cette affaire sont détaillés dans les accords signés et notamment celui signé avec le parquet national financier qui est accessible si vous faites des recherches approfondies sur Internet. Aujourd'hui, 10 août, l'unité du groupe Airbus, baptisée Strategy and Marketing Organization, SMO, dirigée par Marwan Laoud, était au cœur du dossier. Ces accords permettent de clore les poursuites contre Airbus, mais ne concernent qu'Airbus en tant que personne morale et pas ses dirigeants ou ex-dirigeants. Mediapart cite sur ce point le procureur financier. Le procureur national financier a indiqué vendredi que l'enquête allait se poursuivre pour examiner maintenant les responsabilités individuelles des salariés et dirigeants de l'avionneur. En Grande-Bretagne, le Financial Times publie le 31 janvier 2020 dans un article intitulé Airbus ran massive bribery schemes to win orders, une photo de lui avec ce titre Marwan Laoud, qui dirigeait l'organisation de stratégie et de marketing d'Airbus SMO, une division dédiée à la sécurisation des ventes sur les marchés émergents et au cœur d'un catalogue d'infractions. Voilà, j'ai terminé pour la corruption sur la France. Alors, numéro 2, c'est très très court. Ah non, il y a encore un petit paragraphe sur la France. En Allemagne, le Handelsblatt a écrit un long article le 10 septembre 2017
sur ces affaires de corruption et notamment, bien que le cas du Kazakhstan soit suffisamment grave, il pourrait y avoir pire à venir alors que les enquêteurs se tournent vers des contrats d'aviation civile avec la Chine et la Turquie. Dans ce dernier cas, M. Laoud aurait signé 250 millions de dollars de pots de vin. Airbus dément les allégations, mais certains disent que le départ soudain de M. Laoud de la société en février dernier apparaît désormais sous un nouveau jour. Peu bizarre quand même. Voilà, j'ai terminé pour la corruption en France. Donc moi, je ne porte pas de jugement. Hein. Moi, je suis amoureuse de la France. Pas que vous croyez que je suis là pour juger ou quoi que ce soit. Hein. Je me permets juste de regarder l'heure. J'espère que c'est pas trop long pour vous. Parce que là, on en a 1h36. Et j'avais dit que... Oui, que je faisais pas non plus trop long et ça dure plus long que prévu, mais c'est tantôt fini. 2. Corruption en Azerbaïdjan. La corruption est considérée comme endémique dans tous les domaines de la politique en Azerbaïdjan. La famille Aliyev, notamment Heider Aliyev, président de 1993 à 2003, et son fils Ilham Aliyev, président depuis 2003, a attiré la suspicion de quelques médias indépendants en ce qui concerne ses richesses mises en évidence par l'acquisition de biens de plusieurs millions de dollars à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Voilà, c'est tout ce qu'il y a sur la corruption à Azerbaïdjan. 3. Corruption au Cameroun. Je suis désolée, ça dure un petit peu plus long que prévu. J'espère pas que vous êtes ennuyés, mais non, j'espère pas. Comme je trouve que c'est très intéressant. Alors, la corruption au Cameroun. Le haut niveau de corruption au Cameroun reste une spécificité du pays. Malgré les pressions internationales et de nombreux plans ou lois de lutte contre la corruption, la pratique reste une constante de la vie de tous les jours dans ce pays, puisque en 2004, plus de 50% des ménages camerounais ont reconnu avoir versé au moins un pot de vin. Époque précoloniale. Les royaumes du bassin tchadien, lorsqu'ils n'étaient pas en guerre, usaient généralement de la diplomatie, du cadeau, pour l'éviter. Des cadeaux utiles sont en effet nécessaires pour temporiser un État fort, agressif et promouvoir les relations de bon voisinage. Les plus petits États achètent alors la clémence de leurs grands voisins. De même, le visiteur offrira un cadeau au souverain qu'il visitera et en retour, celui-ci fera preuve d'hospitalité envers ce visiteur. Ce dernier repartira avec ses cadeaux pour son roi, signe de bonnes relations entre les deux royaumes. Le cadeau est alors un usage diplomatique de la région. Au sein d'un même royaume, il est aussi d'usage qu'il existe des échanges de cadeaux entre vassaux et suzerains. Le don au suzerain est alors le tribut du vassal, en plus de l'impôt, symbole de la soumission et de son allégeance. Mais à l'occasion de fêtes religieuses, par exemple, le suzerain offrira aussi des cadeaux à ses vassaux. Les premiers explorateurs européens de l'Afrique connaissent ces pratiques grâce aux récits de voyageurs les ayant précédés. Ils feront usage de cadeaux afin de pouvoir
accéder au sultan et gagner les autorisations de visiter la région. Néanmoins, avec les explorateurs européens, le cadeau perd sa symbolique diplomatique pour ne devenir qu'un simple droit de passage, voire de poteau de vin, lorsqu'il s'agit de convaincre un premier ministre d'arranger une entrevue avec son sultan. Époque coloniale. La colonisation allemande met fin aux pratiques esclavagistes, privant ainsi les aristocraties locales de la part substantielle de leurs revenus provenant du trafic d'esclaves. Par la suite, la mise en place d'une administration coloniale remet en cause la légitimité des impôts prélevés par certains chefs traditionnels sur leur population. Nombre de chefferies s'appauvrissent et ne peuvent pourvoir à l'entretien de leur cours. Néanmoins, dans l'admission coloniale, les chefs traditionnels sont la courroie de transmission entre le pouvoir colonial et la population. Pour se concilier les bonnes grâces de ceux-ci, l'administration allemande leur offre des présents en de nombreuses occasions et leur permet de garder une partie de l'impôt colonial, contrepartie de leur loyauté. Ces chefs confrontés par les colonisateurs ont à nouveau un pouvoir. Les populations leur versent alors de nouveau des tributs et des cadeaux pour se concilier leur faveur. Les chefferies sont alors entièrement dépendantes des cadeaux de la population et du colonisateur pour leur fonctionnement. Le passage du pouvoir colonial allemand au pouvoir colonial français ne changera pas fondamentalement le mode d'administration au Cameroun. L'indépendance. Lors de l'indépendance du Cameroun en 1960, le président Ahidjo s'appuiera sur les chefs traditionnels pour asseoir son autorité. Les chefs gagnent alors un certain nombre de pouvoirs qu'ils commencent à monnayer. On donnera alors la cola pour pouvoir, par exemple, minimiser la taille d'un cheptel et échapper à l'impôt. Le chef, s'appuyant sur les notables de son village qui le nomment, de nombreux prétendants au statut de notable cherche à obtenir une audience. Pour traverser les antichambres qui mènent au chef, il faut, comme le veut la coutume, faire des présents dont la valeur augmente à mesure qu'on se rapproche du chef. La qualité du cadeau marque le degré de considération qu'on octroie à son destinataire. De la même manière, l'élite scolaire du Cameroun cherchera à obtenir auprès des dirigeants le même genre de faveur pour accéder aux postes clés de l'État. Okay. Par ailleurs, dans la justice coutumière, il était nécessaire et traditionnel de faire des cadeaux aux chefs et aux auxiliaires de justice afin de s'assurer la bienveillance de chacun. Jusqu'en 1977, les chefs seront au poste clé du parti présidentiel et maîtriseront la machine administrative. Par la suite, peu à peu, les fonctionnaires leur succéderont, reprenant leurs fonctions administratives et les avantages liés à cette fonction. Si les sénateurs camerounais disposent d'une immunité partielle dans le cadre de leurs fonctions, un mécanisme est créé afin que le bureau du Sénat, saisi par la justice, puisse retirer à un sénateur son immunité dans le cadre d'une enquête anticorruption. Sylvestre Ngushingei est aussi poursuivi pour une fraude à plus de 5 milliards de francs. La corruption de nos jours. Les Camerounais et leur presse parlent souvent du Cameroun comme des doubles champions du monde de la corruption.
Le classement de l'organisation Transparency International a signalé par 2 fois ce pays comme ayant le plus grand indice perceptible de corruption. Il s'agit d'un indice de perception recueilli auprès de populations concernées. Elle possède plusieurs noms: gombo, bière, taxi, carburant, choco, motivation. À tous les niveaux de l'État, les fonctionnaires seraient corruptibles. En effet, les fonctionnaires, pour obtenir leur poste ou être mutés, doivent être parrainés ou aidés, et ce, souvent dès l'ENAM. Alors écoutez, moi j'ai pas traduit tous ces petits mots, toutes ces abréviations, donc je vous laisserai chercher à la limite, sinon c'est une vidéo qui n'en finira jamais. Donc l'ENAM, E-N-A-M. Le parrain attend ensuite de la part du fonctionnaire une reconnaissance qui n'est pas seulement verbale. Ce genre de pratique aurait aussi lieu au plus haut niveau de l'État d'après The African Independent. Cette motivation peut servir à obtenir un passe-droit, mais en général, elle sert à obtenir un seul droit. On parle aussi dans ce cas de parafiscalité. Exemple, issu de la vie courante. Contrôle de police. La corruption des officiers de police, appelés de façon populaire mange-mille, oblige parfois les conducteurs à payer un pot de vin lors du contrôle de leur véhicule. Le Cameroun Tribune fait état du mécontentement rencontré par certains clients obligés de payer une commission illégale pour obtenir l'argent de leur compte d'épargne, pièces d'identité et d'état civil. Outre les taxes légales, des frais annexes sont demandés, tels que photographie, timbre, voire la plastification des cartes d'identité. Obtenir une pièce d'état civil, voire se marier, n'est possible qu'en arrosant qui de droit. Ok. Contrôles fiscaux. Des remises sont prévues après entretien privé avec le ministre des Finances. Ainsi, le Camerounais doit souvent remettre des pots de vin à des fonctionnaires dont les salaires ne peuvent suffire à les faire vivre décemment. Ainsi, en 2005, d'après Transparency International, chaque ménage camerounais aurait dépensé environ 102 500 francs CFA, ce qui est égal à 156 € en moyenne, et cela représenterait du tiers au 5e des revenus des ménages les moins aisés. Donc c'est triste, c'est l'horreur, donc c'est pas pour critiquer le Cameroun, hein. Je suis de tout cœur avec vous, pauvre peuple camerounais, c'est vraiment mal fait, quoi. C'est vraiment mal fait. Indice de perception de la corruption, IPC. L'indice de perception de la corruption est calculé par l'ONG Transparency International et reflète la perception de la corruption par les décideurs économiques et des experts. Coût de la corruption, selon Christol Georges Manon, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption au Cameroun, 40% des recettes enregistrées chaque année ne servent pas le développement pour cause de corruption. Selon Samuel Ekoum, président de l'ONG camerounaise SOS Corruption, l'État du Cameroun perd en moyenne par an 400 milliards de francs CFA à cause de la corruption. Donc je vous laisse aller calculer combien font 400 milliards de francs CFA. Hein. Je l'aurais bien fait pour vous, je l'ai zappé. Donc 400 milliards de francs CFA, vous irez voir ce que ça donne comme euro. Dans le secteur forestier, selon une enquête menée, Forest Monitor et le Centre pour l'environnement et le développement, l'État perdrait en moyenne
100 milliards de francs CFA chaque année dans le secteur forestier du fait de l'exploitation illégale, 60 milliards pour Global Witness. Toutefois, ce montant ne fait pas la part entre le coût dû à la corruption et celui dû à la fraude classique. Les ONG soulignent notamment que, bien que la loi le leur interdise, des hauts fonctionnaires camerounais, notamment des généraux de l'armée, exploitent des forêts via des prête-noms. De plus, selon Patrice Bigombé Logo, professeur d'université et directeur de l'ONG, Centre de recherche et d'action pour le développement durable en Afrique centrale, à peine 20% des impôts versés pour les compagnies forestières aux communes est investi dans le développement local. Le reste serait utilisé pour alimenter les réseaux ou le profit personnel des élites locales. Selon Transparency International, il existe 3 sources principales de corruption dans la forêt camerounaise: l'exploitation forestière illégale, l'exploitation forestière anarchique et les coupes de sciage traditionnelles. Selon les ONG CED et Global Witness, le secteur forestier du Cameroun est plus que jamais mis à contribution dans l'entreprise d'accumulation privée de nombreux détenteurs d'une parcelle de pouvoir dans le pays. Certains forestiers se plaignent de mesures de rétorsion de la part de l'administration s'ils refusent le système de corruption mis en place. En effet, les entreprises acceptant le système peuvent exploiter leur forêt en payant moins d'impôts, alors que celles qui le refusent font l'objet de mesures de rétorsion, imposition fantaisiste, blocage des exportations, zèle administratif. Bref, c'est dégueulasse. Je m'excuse, je parle un peu plus vite, je suis un peu plus speed, parce que la vidéo, elle dure bientôt depuis 2 heures et c'est pour pas que ça soit trop long pour vous. Selon un rapport publié par l'ONG Les Amis de la Terre et rédigé par un ancien forestier européen, le système de corruption est généralisé à tel point que, selon ce forestier, même ceux qui voudraient faire des choses honnêtement ne le peuvent même pas. Secteurs les plus corrompus. Dans l'enquête du baromètre mondial de la corruption 2003 Transparency International, en réponse à la question « Si vous pouviez éliminer la corruption au sein des institutions suivantes, quel serait votre premier choix ?»